Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de la jeune droite, dirigé exceptionnellement par François Mélier, diffusé en direct jeudi 4 janvier 2018 de 21h30 à 23h et réalisé par Adrien. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Bonsoir à tous les auditeurs de Radio Courtoisie, vous êtes à l'écoute du libre journal de la jeune droite avec autour de la table ce soir Adrien Charvet, père de famille et militant politique, c'est important de le dire. Bonsoir. Raoul Trinchet, membre du cercle Henri Lagrange. Bonsoir. Et enfin Sylvain Durin, notre invité qui va aujourd'hui nous parler de la figure du père. Bonsoir à tous. Alors Sylvain, vous êtes réalisateur, enseignant en audiovisuel, essayiste. Vous avez effectivement fait paraître un essai, Le sang du père, un meurtre cinématographique qui reprend la vision du père dans les films d'Audiard. Un documentaire aussi, Le sang du père, un meurtre universel. Et enfin apparaître en septembre 2018, L'histoire du père, du matriarcat sacrificiel au patriarcat catholique, qui est disponible en précommande sur votre site internet sylvaindurin.fr. Alors, premièrement, notre discussion aujourd'hui va tourner autour de la figure du père, du patriarcat, du matriarcat. Il faut peut-être définir déjà ce qu'est le matriarcat, l'objet de notre discussion. La définition académique commune nous indique que le patriarcat est le système social d'oppression des femmes par les hommes. Qu'est-ce qu'on peut déjà dire de ça, Sylvain Durin ? Alors déjà, merci de votre invitation, et je ne suis plus enseignant. Il faut quand même le préciser. Moi, j'ai une vision complètement différente de cette définition qui est teintée de féminisme, en fait. On est vraiment dans la vision, on en parlait tout à l'heure, de Bourdieu sur le patriarcat. Ça voudrait dire que à partir du moment où un homme dirige ou un père dirige, ce serait violent, ce serait autoritaire, et ce serait oppressif pour les femmes. Ce qui, dans mon travail, en tout cas, j'essaierai de montrer dans mon travail que c'est totalement faux. Et je peux, si vous voulez, essayer de résumer un peu ma thèse. C'est-à-dire que dans mon livre, à paraître, j'utiliserai une méthode anthropologique qui, j'espère, sera complète. C'est-à-dire que j'utiliserai 3 niveaux de lecture pour dire qu'une société ou une communauté est patriarcale ou matriarcale. J'analyserai 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau familial. Le niveau le plus prosaïque, comment se passent les relations dans une famille. Est-ce que c'est une famille nucléaire ? Est-ce que c'est une famille souche ? Est-ce que c'est une famille égalitaire dans la transmission des biens, etc. Ensuite, j'irai voir le deuxième niveau, c'est le niveau politique. Quel est le régime en place ? Est-ce que c'est une démocratie ? Est-ce que c'est une théocratie ? Est-ce que c'est un roi ? Est-ce que c'est un empereur ? Et quelle relation il a avec ses sujets ou avec ses citoyens ou avec ses compatriotes, etc. Et j'analyserai aussi ce qui n'est jamais fait, le troisième niveau, qui est le niveau qu'on peut appeler spirituel ou religieux. Vous pouvez utiliser le terme que vous voulez. C'est-à-dire quelle est l'anthropologie religieuse du pays. Est-ce que c'est Dieu le Père ? Est-ce que c'est une déesse ? Est-ce que c'est une multitude de rois, de dieux ? Comment se passent les relations entre ces dieux, etc. Et je pense que hors de cette grille de lecture, on ne peut pas dire si une société est matriarcale ou patriarcale. On tombera toujours dans l'erreur parce qu'on ira de notre idéologie sur le point qui nous intéresse. C'est-à-dire, regardez, il y a de la violence sur les femmes dans cette communauté ou dans cette société. Donc c'est patriarcal. Sans pour autant prendre la totalité du sujet, finalement. Exactement. Et cette définition que vous avez donnée, c'est celle qu'on trouve, je pense, très facilement sur Internet. C'est-à-dire que c'est une vision idéologique du concept. Entendu. Parce qu'en fait, les Lumières ont véhiculé l'idée d'une condition féminine abjecte dans les temps anciens. Or, il suffit simplement de regarder les arts ou même la mythologie pour constater le rôle des femmes très important. On peut prendre l'exemple de la Pythie de Delphes, qui est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, et c'est une femme précisément. Alors dans les sociétés primitives, vous expliquez que ce sont des sociétés matriarcales. Tout à fait. Alors votre premier point, les Lumières, évidemment, teintées d'idéologie, ne pouvaient pas dire autre chose. Et je conseille aux auditeurs, de lire les livres de Régine Pernoud, qui traite très bien de la question. Il y a 2-3 livres, La femme au temps des cathédrales, La femme au temps des croisades, et pour en finir avec le Moyen-Âge. Pour en finir avec le Moyen-Âge, je crois. Où toute cette mythologie tombe à la renverse. Et ensuite, pour revenir aux communautés primitives, ce sont effectivement des mondes matriarcaux. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, il faut analyser les 3 niveaux. Premier niveau,
Je donne souvent l'exemple des Trobriandais qui vient d'un livre de Malinowski qui s'appelle La paternité dans les sociétés primitives et qui montre une société matrilinéaire. Donc nous avons le premier niveau, c'est-à-dire que la femme est toute puissante. Elle gère à la fois l'aspect matériel des choses, mais aussi l'aspect spirituel, la magie. Elle est souvent magicienne, mère de famille. Et il faut aussi savoir que le père en tant que tel n'existe pas. Donc ce premier niveau nous montre également que les familles sont communautaires. Elles ne sont pas nucléaires. Elles ne sont encore moins nucléaires non égalitaires. Elles sont communautaires, c'est-à-dire que le père n'a aucun rôle à jouer. D'une part, par sa méconnaissance de son rôle physiologique dans la procréation. Ça, c'est le premier point, mais ça suffit pas parce que à un moment donné, grâce notamment à l'agriculture, le masculin a compris son rôle, mais c'est pas pour ça qu'on rentre dans une société patriarcale. Au deuxième niveau, au niveau politique, alors évidemment, il n'y a pas d'État, hein, donc il faut aussi faire avec ce qu'on a dans les textes. On se rend compte que ce qui gère la communauté, c'est la guerre. La guerre est faite par les hommes, et on se rend compte qu'elle n'est pas faite par les hommes par envie d'aller faire la guerre, elle est faite par les hommes par nécessité. C'est pas quelque chose c'est pas une volonté. On le voit notamment dans les livres de Pierre Clastre, où après la guerre, dans plusieurs communautés, après la guerre, les hommes se retrouvent autour du feu dans la nuit, quand les femmes dorment, et chantent autour du feu, posent leurs armes et chantent et laissent parler leur ego. Et leur ego voudrait une société beaucoup moins violente et beaucoup plus pacifique en réalité. Et le troisième niveau, qui est le niveau spirituel ou religieux, et on se rend compte que c'est un monde basé sur... dans mon livre, j'ai réussi à pointer plusieurs points de ce que j'appelle le matriarcat sacrificiel. Je peux vous les donner, comme ça on peut avoir une base de travail, si vous voulez, pour la suite. C'est-à-dire qu'il y a la vision cyclique de l'histoire, ça on s'en rend compte par les déesses qui gèrent la spiritualité de ces communautés, la souveraineté du pouvoir aux femmes. Donc l'absence de père tel que nous connaissons, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que le père il existe forcément, mais ce que les communautés mettent en avant et comprennent, c'est la relation entre l'enfant et un homme. C'est-à-dire que le mot de père n'existe pas, ils appellent ça le tama dans cette communauté-là, et cette relation-là n'est pas avec le père biologique, mais avec l'oncle, avec le frère de la mère. Ça c'est un point très important. Il y a aussi donc le rôle de l'oncle maternel, on vient de le dire, le rôle magique et guerrier de la femme, qui mène à l'héroïsation de l'homme, c'est-à-dire que la guerre, on envoie l'homme à la guerre pour le rendre héros, c'est-à-dire pour que quand il revient de la guerre, la femme puisse le voir comme un héros et puisse le respecter en tant qu'homme. Il y a donc une violence généralisée, on peut aussi voir toutes les mythologies autour des jumeaux. Vous savez, toutes les communautés primitives ont toujours un petit texte mythologique sur les jumeaux, parce que les jumeaux créent l'indifférenciation. Et c'est cette indifférenciation-là, comme nous l'a montré René Girard, qui mène à la violence. Alors il y a plein d'autres choses, mais on voit sur les trois niveaux qu'il y a, pour récapituler, famille communautaire au premier niveau, niveau politique, c'est un monde violent, dirigé par les femmes. Ce ne sont pas les femmes qui font la guerre, mais c'est les femmes qui dirigent la guerre. Et le troisième niveau, qui est le niveau religieux, qui n'est pas du tout un monde de Dieu le Père, on est à milieu du christianisme. C'est quelques déesses, quelques dieux, etc. Donc on est dans des mondes totalement d'essence matriarcale. Alors si l'on parle un peu des sociétés primitives, comment précisément se fait la transmission, c'est-à-dire le caractère particulier de l'homme, de l'enfant? Comment passe-t-il du statut d'enfant materné par les femmes au statut d'homme guerrier? Il semble en fait qu'il y ait un rite initiatique à un certain moment qui fait en fait que j'ai cru comprendre que dans certaines tribus africaines, notamment chez les Maasai, les hommes vont avec les enfants dans la forêt pour leur donner, pour les nommer, pour leur donner un caractère particulier. Alors il y a beaucoup de rites d'initiation. Je crois qu'on est une des premières sociétés où on n'a pas de rite d'initiation, à moins que ce soit le permis de conduire peut-être, à voir. Alors il y a beaucoup de sacrifices. Et ça c'est un point aussi important, c'est pour ça que j'appelle le matriarcat sacrificiel. Parce que dans mon analyse, je me rends compte que ces sociétés primitives, on arrive toujours au sacrifice. Alors pour devenir un homme, il faut souvent soit s'auto-sacrifier dans une espèce de rituel dangereux, ou si on y arrive, on devient homme. Si on n'y arrive pas, on reste à la condition, on est rejeté en réalité. Il y a aussi beaucoup de sacrifices d'enfants. On en découvre aussi aujourd'hui des restes d'enfants sacrifiés. Je crois dans la société Maya, où en fait ces enfants étaient sacrifiés non pas pour le plaisir de la communauté, c'est parce qu'ils n'arrivaient pas
à réussir ce rite initiatique. Donc les sociétés matriarcales sont des sociétés extrêmement violentes. Et effectivement, il y a ce rite initiatique, et il n'y a pas de rite initiatique pour les femmes, tout simplement parce que le fait d'avoir ces règles, c'est ça le sacrifice en fait. Il y a toute une symbolique du sang. Le sang féminin est naturel et coule naturellement du corps de la femme, tandis que le sang masculin ne coule pas naturellement, donc il faut qu'il coule de manière symbolique et de manière sacrificielle. Alors il y a beaucoup d'exemples, on peut pas... tous les rites sont différents évidemment. Raoul Trinchet, vous avez quelque chose à dire peut-être ? Oui, effectivement, pour en revenir juste à l'introduction, qui était la définition que vous donniez de la société matriarcale et patriarcale, c'est vrai qu'il y a derrière une véritable idéologie, une tentative finalement, et je sais qu'on en reparlera plus en détail, mais une fois qu'on a tué Dieu, on a tué par conséquent le Père, et on doit terminer le travail, notamment dans les 2 derniers siècles. Donc la volonté de mettre sur toute tentative de redresser la tête l'étiquette de patriarche violent. Donc le premier homme qui passe et qui voudrait éventuellement se tenir droit, il est tout de suite synonyme d'une tentative de violence ou il est préjugé violent. Donc c'est vrai que cette définition elle est purement idéologique et je crois que c'est l'exposé de ce soir va permettre de remettre les idées à l'endroit. Alors effectivement, puisque Sylvain Durin, vous notez une rupture au moment de l'arrivée du Christ sur la Terre. C'est-à-dire que vous expliquez qu'à ce moment-là, les sociétés primitives disparaissent pour faire apparaître la figure du Christ, qui serait une figure paternelle. Alors là, je note la rupture avec parce qu'encore une fois, il faut prendre les 3 niveaux. Là, à force de voir le monde en face de nous qui ne prend que le premier niveau ou les 2 premiers, c'est-à-dire prosaïque et politique, on aurait peut-être tendance à faire l'inverse et à ne prendre que l'aspect spirituel. Mais pour définir une société patriarcale ou matriarcale, il faut voir les 3. Et on se rend compte que la proposition, en tout cas de civilisation chrétienne, c'est quoi ? C'est au premier niveau une famille nucléaire, c'est-à-dire un homme, une femme, les enfants. Une famille nucléaire non égalitaire, c'est-à-dire que le premier, c'est par primogéniture, le premier en général hérite du lopin de terre, parce que c'était des familles à 95%, voire plus paysannes. Donc le premier fils, toujours le premier fils, avait le lopin de terre, et les autres fils étaient sommés de créer une autre société patriarcale dans d'autres villages, en général dans le village de la femme. Donc le premier point correspond. On est dans une société patriarcale, il n'y a pas de violence. L'homme est à sa place, c'est-à-dire que c'est l'homme qui régule, l'homme il sépare, il n'est pas là pour faire preuve d'autoritarisme. Les sociétés autoritaristes, c'est les sociétés où la famille, par exemple, est une famille souche, ou une famille communautaire, c'est-à-dire qu'il y a tellement de monde qu'il faut une figure violente qui gère, parce qu'il y a trop de monde, et en général c'est un homme. Mais c'est pas parce que l'homme gère et contrôle que c'est une société patriarcale. On peut le voir grâce au 2e niveau, parce que cet homme-là, au sein de la famille, il a, si vous voulez, son miroir, il a une architecture devant lui, au-dessus de lui, qui le protège et qui le légitimise. C'est-à-dire qu'il y a le roi de France. Et le roi de France, il se gère comme la famille plus prosaïque, c'est-à-dire que c'est son premier fils qui récupère le royaume. Et il sort de l'ancienne contradiction des rois païens, c'est-à-dire que les rois païens, même européens, étaient l'époux des déesses. On voit des déesses irlandaises, par exemple, qui sont mariées avec plus d'une dizaine de rois. Et vous savez, c'était le roi qui faisait la guerre contre ses frères, en général, parce que le monde païen, c'est quand même une des luttes fratricides très très violentes. S'il perdait la guerre, ou si les femmes étaient moins fertiles, on lui coupait la tête. Et symboliquement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la souveraineté qui était donnée sur le roi remontait à la déesse et redescendait sur le prochain roi qui était élu. Il faut bien comprendre, il faut bien se souvenir à ceux qui pensent que les élections, c'est quelque chose de nouveau et c'est quelque chose qui nous mène vers le progrès ou la liberté ou que sais-je encore. On n'a rien inventé, les rois étaient élus au départ. C'est-à-dire que l'élection, c'est quelque chose de sacrificiel. On récupère la souveraineté de la déesse et on la remet dans le prochain roi par le sacrifice de l'élection. Donc le 2e niveau, le roi chrétien, il n'est plus l'époux des déesses, il est lieutenant du Christ. C'est-à-dire qu'il tient lieu à la place du Christ, qui est le vrai roi de France. Le Christ est le roi de France. Et donc le 3e niveau est tout à fait logique dans l'architecture, une architecture transcendante. C'est Dieu le Père. Et effectivement, Dieu le Père a été incarné par le Christ. Mais à l'époque du Christ,
on peut pas dire qu'on rentrait directement dans une société patriarcale parce que les deux autres niveaux n'allaient pas, si vous voulez. Et puis même juste après le Christ, il y a eu tellement d'hérésies directement derrière que ça a été très compliqué d'en arriver là. Même les premiers rois de France partageaient les royaumes entre les différents fils. C'était des résidus païens. Alors vous expliquez que précisément au moment de la naissance du Christ, enfin au moment plutôt de sa crucifixion et de sa résurrection, on passe d'une vision cyclique à une vision linéaire de la société, si j'ai bien compris. Ouais. Tout à fait. Alors là, j'utilise, vous connaissez tous cette expression de l'ordo ab chaos. Vous savez, je trouve que c'est assez mal expliqué sur Internet, on trouve un peu tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que le désordre arrive, et grâce à ce désordre, un nouvel ordre va pouvoir se mettre en place. Et ça, c'est la définition, comme le dit René Girard, c'est la définition du satanisme en réalité. Le mécanisme mimétique de la violence, c'est le satanisme en réalité. C'est-à-dire que vous êtes dans une situation, vous créez le désordre, et vous proposez un nouvel ordre vous-même. Enfin, on ne parle pas de nous en tant qu'être humain, bien entendu, hein, mais la vision cyclique de l'histoire, c'est ça, c'est vous savez, le Kali Yuga. On arrive à la fin des temps, mais c'est pour arriver vers une meilleure société derrière. Et on sait très bien que cette meilleure société n'est que le début d'un nouveau cycle. Tandis que le Christ, par son sang versé, nous dit qu'il va laver les péchés du monde, ce qui veut dire symboliquement qu'on sort des sociétés prosaïques, et enfin le libre arbitre est possible, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de retomber dans le piège de la violence pour terminer un désordre, pour arriver vers un nouvel ordre. On a le libre arbitre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous fait croire que la guerre est inévitable. C'est ce qu'on entend partout, que ce soit à la télé ou sur Internet, tous les intellectuels nous disent ça. Mais la vision chrétienne, c'est de dire que le libre arbitre existe. Alors aujourd'hui, on n'est pas dans un monde chrétien, donc évidemment, on sent bien qu'on est à la fin de quelque chose, on est à la fin d'un cycle. On commence à pouvoir acheter des enfants sur Internet, enfin, on arrive vraiment au bout du bout. Et on rêve tous d'un nouvel ordre. C'est ça le grand paradoxe. C'est qu'on a conscience de ce mensonge. On sait que la violence mène à la violence et que l'ordo ab chaos ne mènera que vers un nouvel ordo ab chaos. Mais on aimerait quand même un nouvel ordre, en dehors du christianisme en général. Dans la société moderne, en tout cas. Alors comment le matriarcat sacrificiel procède d'une vision cyclique dans cette hypothèse? Par le sacrifice. Alors on dit qu'on est dans un monde de paix, d'amour et de bisounours, mais on est dans un monde, il y a des sacrifices absolument partout. Alors aujourd'hui ça se voit plus depuis que l'État islamique ramène la violence physique et sanguinaire sur notre terre, mais on est dans des processus sacrificiels, parfois même symboliques. Par exemple les élections, comme je le disais, c'est un processus sacrificiel. Pourquoi ? Parce qu'il y a le concept dont j'ai parlé au début et qui est pour moi le plus important, c'est le concept d'indifférenciation. L'objectif de la République, par le biais de ce matriarcat sacrificiel, c'est l'indifférenciation généralisée. Les hommes et les femmes sont égaux, ils sont indifférenciés, tout se vaut, tout se remplace. Vous pouvez être un homme, une femme. Dans le numéro de l'incorrect de ce mois-ci, on nous explique très bien qu'on pourrait très bien devenir un homme à 18 ans, et puis pourquoi pas une femme à 40, puis redevenir un homme à 60. Après tout, tout est possible. On voit bien la vision cyclique derrière ça aussi. Et donc il y a ce sacrifice de l'élection, voilà, c'est là où je voulais en venir, qui est que tout le monde est indifférencié, que vous soyez médecin ou professeur d'histoire, votre voix est égale, par exemple, pour un sujet scientifique ou pour un sujet d'histoire. Donc on va tous élire notre roi païen, puisqu'on revient à l'époque pré-chrétienne. On met notre Macron sur le trône de France, et on va le détester dès le lendemain. Parce que celui qu'on élit, celui qui sort de l'indifférenciation, c'est le bouc émissaire. Encore une fois, j'en réfère à René Girard, c'est le bouc émissaire parfait. Il va ramener sur lui tous les problèmes de la France pendant 5 ans, et puis dans 5 ans, on en changera. Ou alors on sera tellement manipulé qu'on n'en changera pas, on verra. Parce que je pense que Macron a très bien compris ça. Lui qui se dit moderne et pour le progrès, pour le futur, etc. En fait, j'ai l'impression qu'il nous fait la stratégie gaulienne ou gaulliste, vous choisirez du terme. C'est-à-dire qu'il prend les habits de la tradition. Ça plaît à beaucoup de gens de droite aujourd'hui, hein, Macron. Hein, il faut quand même s'en rendre compte. Parce qu'il prend les habits de la tradition pour faire passer la pilule de la modernité. Pour accélérer le processus et pour faire passer la pilule. Donc il a très bien compris, il nous a dit que c'était la nouveauté. Il l'est dans le fond, mais sur la forme, il a compris que le peuple français, c'est un peuple
C'est un peuple qui veut un roi. En réalité, il le sait très bien. Et il prend les habits du roi. En fait, vous dites qu'il prend les habits du patriarche, finalement. Il prend les habits du patriarche, exactement. Pour mieux nous faire passer la pilule. Alors, dans la rupture avec le christianisme, vous dites donc le christianisme participe à l'avènement d'une société patriarcale. Cependant, si on regarde un peu plus précisément, il y a la Vierge Marie à la fin, lorsque le Christ est sur la croix, il dit à Jean, si je me trompe pas, voici ta mère, voici ton fils. Alors, est-ce que il n'y a pas une ambiguïté sur le message chrétien vis-à-vis du patriarcat ou du matriarcat? Est-ce que le message chrétien pouvait dériver vers un matriarcat? Alors, encore une fois, je parlais des hérésies tout à l'heure. Tout est possible, on peut interpréter les choses comme on veut, en tout cas dans les principes de base, les principes primordiaux. Le Christ n'est pas la réincarnation ou la représentation d'une déesse, c'est Dieu incarné. On dit souvent Jésus, fils de Dieu, mais on oublie la suite, fils de Dieu incarné. C'est pas son fils en tant que son fils de manière prosaïque. Donc Dieu décide de s'enfanter lui-même à travers une femme pour que Jésus soit aussi un homme. Jésus est trois et triple, il est homme, il est roi et il est Dieu. Et cette triptyque nous empêche de rentrer dans un matriarcat. Et là, par contre, la figure de la Vierge Marie est primordiale dans le christianisme et la place des femmes est prépondérante. Et là-dessus, il n'y a aucun problème parce qu'il faut bien comprendre que le patriarcat, alors je vais dire patriarcat catholique parce qu'aujourd'hui, on l'a bien vu, patriarcat, ça veut tout et rien dire. Patriarcat catholique, c'est un des seuls systèmes qui respecte la femme en tant que mère, en tant que femme, en tant que fille. Donc la femme n'est pas du tout appelée à disparaître sous le patriarcat catholique, bien au contraire. Bien au contraire. Adrien Charvet. Alors, je ne suis pas du tout ethnologue, donc j'imagine que vous avez étudié ça beaucoup plus que moi. On a vraiment une unité, on va dire, à travers le monde, dans toutes les civilisations, de ce matriarcat avant le christianisme. Il n'y a pas de patriarcat, enfin de vrai patriarcat, entre guillemets, avant l'avènement du Christ. Alors là, comme vous le savez, je suis en train d'écrire mon livre, donc toute écriture est aussi une recherche. Donc j'ai pas encore parcouru le monde, mais j'ai quand même parcouru plusieurs endroits du monde, et on retrouve la même base. Et aucune communauté, société pré-chrétienne ou hors chrétienne ne correspond pour l'instant. Et je serai honnête, si j'en trouve une qui n'est pas chrétienne, je le mettrai en bonne place dans mon livre. Je n'en ai pas trouvé qui était patriarcal. Et justement, sur la question de l'avènement du christianisme, qui s'est quand même étendu aux quatre coins du monde, est-ce que toutes les sociétés ont réagi de manière identique dans les révolutions? C'est-à-dire, je pense notamment, j'avais lu il y a très très longtemps un ouvrage notamment sur l'évangélisation sur la route de la soie au 8e siècle, notamment en Chine, etc. Et qui avait notamment certaines iconographies qu'on a retrouvées, qui ont des iconographies assez différentes. Je pense notamment de mémoire à la notion de péché, à la notion même de la Vierge, etc. Où on va dire tout l'apport paulien du 1er siècle qui a qu'on a un peu perpétué en Occident, enfin Saint Paul, Saint Augustin, etc., était beaucoup moins présent en Orient et du coup donnait un christianisme très très différent de ce qu'on connaît ou enfin de ce qui nous reste. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est pour ça que j'ai intitulé patriarcat catholique et non pas patriarcat chrétien, parce que vous parcourez l'Afrique, il y a énormément de chrétiens. Mais il y a beaucoup de mélanges entre du protestantisme, de l'animisme. En Amérique latine, c'est pareil, il y avait énormément de mélanges. Encore une fois, même en Europe, avant l'idéal monarchique dont je vous parlais, il y a eu énormément de mélanges, de paganisme, de chrétienté. Je sais par exemple que le peuple gitan met la Vierge Marie tout en haut. J'ai discuté de ça il y a très récemment avec un ami sur le sujet, qui me disait que pour eux, la Vierge était au-dessus du Christ. Donc là, par contre, on peut atteindre le matriarcat par cette vision-là. C'est pour ça que j'insiste sur patriarcat catholique. Et effectivement, on voit dans la communauté des gitans qu'il y a une forte présence des mères. Les mères, on va dire les matrones sont extrêmement présentes dans les rites initiatiques, notamment au moment du mariage, où il s'agit parfois, on peut dire, de coutumes barbares, notamment vis-à-vis de la femme qui va être mariée, qui va être sacrifiée, où on vérifie qu'elle peut être sacrifiée, qu'elle est suffisamment pure pour être sacrifiée. Et ce rite est conduit par les femmes. Et
Vous avez tout à fait raison, et en réalité, le troisième niveau, le niveau religieux et spirituel, sert souvent à légitimer ce qui se passe réellement. C'est-à-dire que comme dans cette société-là, la femme a une place vraiment prépondérante et quasiment de toute puissance, on voit ça un peu en Italie aussi, alors qu'ils sont très très chrétiens. L'Italie du Sud. Eh bien, exactement, l'Italie du Sud, eh bien, évidemment, la Sainte Vierge va être beaucoup plus importante que le Christ. Alors, est-ce que vous voulez dire aussi que toutes les sociétés, on va dire claniques, ou les familles claniques, qui relèvent plutôt de la tribu, on pourrait penser à la mafia par exemple en Italie du Sud, sont des sociétés matriarcales? Exactement, ouais. En tout cas, le premier niveau n'est pas patriarcal, donc je ne sais pas s'il y a un patriarcat parfait ou un matriarcat parfait, mais on est obligé de créer deux pôles, et puis il y a forcément des nuances, hein. On est dans un monde de nuances, dans tous les cas. Et effectivement, ce qui est clanique, tribal, communautaire, n'est pas patriarcal. On parlait de la Grèce tout à l'heure. La Grèce antique n'est pas patriarcale. Le premier niveau, ce sont des familles communautaires. Les gens vivent en famille, mais elles ont une vie tribale. Elles ont une vie communautaire. Et la femme gère les oracles. Donc le premier niveau ne tient pas. Le second niveau politique, c'est une démocratie. Demos Kratos, la souveraineté revient au peuple. Donc on retombe dans l'indifférenciation. On n'est pas du tout dans un monde transcendantal. Et les dieux, pour le troisième niveau, nous avons énormément de dieux. Nous savons que Zeus est le fils de sa propre tante. Il y a énormément de... Je détaillerai tout ça dans mon livre. Mais on se rend compte que les trois niveaux ne correspondent pas. Juste sur la démocratie, la démocratie athénienne, elle était quand même masculine. Tout à fait, oui. Il y avait pas une différenciation parfaite. Il y avait les femmes ne pouvaient pas voter, et les esclaves non plus. Donc, je découvre un peu votre étude, et c'est assez déroutant, c'est vrai, quand on n'a pas étudié avant, mais le fait que malgré tout ce soit quand même les hommes qui décident, notamment à Athènes, on imagine mal que ce soit les matrones qui disent aux maris comment voter. Exactement, en fait, ce que j'expliquerai dans mon livre, c'est que c'est pas parce que vous avez un homme au pouvoir ou une femme au pouvoir qui a les clés de la politique, de la famille ou du ciel, que vous êtes dans une société patriarcale ou matriarcale. Il faut vraiment rentrer en profondeur dans les sujets. Et l'un des grands principes de ce que j'appelle le matriarcat sacrificiel, parce que je peux pas l'appeler matriarcat, et notre esprit est trop préparé, a trop l'habitude d'entendre matriarcat dans le sens moderne, donc je l'appelle sacrificiel, et l'un des points, les principaux points, c'est cette indifférenciation. Et on la retrouve parfois même aux trois niveaux dans certaines communautés. Et juste au niveau de la catholicité, quelle place vous donnez à l'orthodoxie dans votre schéma? Alors c'est un monde que je n'ai pas encore abordé. Vaste monde quand même. C'est un vaste monde. Je ne sais pas si ce monde-là sera dans mon livre, parce qu'on ne peut pas non plus traiter tous les sujets en même temps. Mais je m'y intéresserai forcément à un moment ou à un autre. Et pour l'instant, je ne suis pas rentré... J'ai entrouvert la porte, si vous voulez. J'ai vu que c'était très compliqué. Donc pour l'instant, je laisse la porte entrouverte. Alors si l'on parle du patriarcat catholique, il faut aussi voir le rôle qui est donné à la femme et à l'homme, puisque la femme est plus attachée au foyer, en fait, on va dire à la domus, à l'intérieur, quand l'homme est plutôt sur les relations extérieures. En fait, si on pouvait faire un parallèle politique, on dirait que la femme est ministre de l'Intérieur, quand le père est plutôt ministre des Affaires étrangères. Donc le patriarcat, finalement, le patriarcat catholique, ce que vous appelez patriarcat catholique, procède plutôt d'une complémentarité plutôt que d'une opposition. Exactement. Alors que le matriarcat, si j'ai bien compris votre concept de matriarcat sacrificiel, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que la femme absorbe l'homme. Pas forcément, ça peut être... je donne souvent l'exemple du 19e siècle. Parce que les féministes nous parlent du patriarcat en référence au 19e siècle. Pour moi, le 19e siècle n'est pas un siècle patriarcal. J'appelle ça du patriarcat dégénéré. C'est-à-dire que le premier niveau spirituel s'est effondré. On a coupé la tête du roi, c'est quand même un sacrifice. Le sang du roi a coulé sur la France, c'est le sang du Christ, symboliquement, c'est quand même quelque chose d'énorme. Donc le premier niveau, le premier père, le père spirituel, a été sacrifié. Donc, par jeu d'architecture, si vous voulez, le deuxième niveau politique, on a quand même essayé d'instaurer l'être suprême. Donc on était loin du lieutenant du Christ. Donc forcément, ça a des répercussions dans la famille. Et que restait-il à l'homme au 19e siècle ? Le chéquier et la violence, le chéquier et le coup de poing. Et la femme était même considérée plus ou moins comme une enfant.
ce que je trouve totalement scandaleux. Et j'aimerais que ce ne soit plus appelé du patriarcat, mais ça demandera des années et des années d'émissions en Radio Courtoisie. Raoul Trinchet. Oui, alors c'est vrai que c'est assez passionnant comme thème parce que je rebondis là sur tout à l'heure quand vous évoquiez l'aspect sacrificiel, l'aspect violent du rite initiatique. Et quand vous parliez de la violence, de la destruction qui amène la création dans la vision cyclique de l'histoire, finalement, et un peu dans le prolongement de la définition que vous venez de donner du patriarcat du 19e siècle en tant que patriarcat dégénéré, finalement, le féminisme du 20e siècle, c'est un matriarcat dégénéré en ce sens qu'il y a finalement un exercice extrêmement violent en permanence, à la fois dans l'élection, mais aussi à travers les réseaux sociaux. Regardons Balance ton porc, c'est d'une violence inouïe quand on y pense. C'est-à-dire que vous avez dans le même plan, et là je reprends la différenciation que vous venez d'évoquer, la femme violée qui trouve une possibilité d'exprimer, ou en tout cas de libérer un fardeau. Voilà, donc là il y a une peine, une souffrance réelle. Est-ce que c'est le bon endroit pour l'exprimer? On peut en discuter, mais en tout cas il y a une légitimité de la peine. Et puis il y a juste à côté, avec la même puissance la même caisse de résonance qu'est le réseau social, et là, donc à la même valeur, puisque quand on le lit, on ne sait pas si finalement la peine est légitime ou pas, la jeune femme qui, elle, au moment soit d'une blague graveleuse ou d'une approche malvenue, va étiqueter l'homme de violeur potentiel, quoi. Et cette purge qu'on a vue pendant le Balance ton porc, en lisant un peu vos travaux, ça m'a pour moi évoqué la violence du rite, finalement. C'est vrai que je parle malgré tout d'un matriarcat dégénéré, en ce sens qu'il n'amène rien d'autre que lui-même, quoi, finalement. Et ce qui est assez intéressant d'ailleurs dans cette histoire de Balance ton porc, c'est que la justice française aujourd'hui est plutôt une justice matriarcale. Si on regarde, il y a une énorme féminisation des professions de la justice chez les procureurs de la République, c'est-à-dire ceux qui vont requérir dans l'intérêt de la société, ce sont majoritairement des femmes. Alors, ce qui est assez intéressant dans cette histoire de Balance ton porc, c'est que le réseau social est utilisé, alors que si elles portaient plainte, ces femmes pourraient peut-être se mettre sous la protection de la justice matriarcale de l'État français. Ouais, tout à fait. Et puis il y a plusieurs indifférenciations incroyables avec ce hashtag. Il y a une indifférenciation quand même entre l'homme et le porc, entre l'homme et le salaud, entre le dragueur et le violeur. Enfin, tout est mélangé, tout est non pas égalisé, mais tout est indifférencié. Et puis il y a l'indifférenciation entre la justice et la délation. C'est quand même des choses totalement différentes. Ouais, tout à fait. Mais bon, après, je comprends, la libération de la parole, c'est jamais une mauvaise chose, mais il faut que ce soit fait dans des cadres. Et le cadre patriarcal permet une parole libérée, mais pas du grand n'importe quoi. Et effectivement, le réseau social, on est dans, vous avez utilisé de bons termes, ça se nourrit soi-même, et vous avez fait le signe du cycle. C'est une vision cyclique. C'est le hashtag n'entraînera qu'un autre hashtag. Et le porc entraînera un autre porc, etc., etc., etc. On n'en sortira qu'avec un autre hashtag sur, je sais pas ce que c'est la mode en ce moment, sur la police peut-être. Alors, puisque nous sommes sur Radio Courtoisie, il faut quand même dire que le hashtag, la traduction française veut dire mot dièse. Exactement, je dois 1 euro, c'est ça. C'est exactement, le cochon est là. Je le mettrai. Donc vous avez parlé de l'analogie effectivement entre les hommes et les porcs dans ce mot dièse Balance ton porc, et vous parlez aussi de rivalité mimétique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors là, c'est la grande thèse de René Girard, qui est une de mes références principales. Alors René Girard explique énormément de choses. La rivalité mimétique, on peut partir justement de l'indifférenciation, par exemple. L'indifférenciation va amener ce que René Girard appelle une crise sacrificielle, c'est-à-dire que dans un monde où tout est indifférencié, l'homme est indifférencié à la femme, l'humain à Dieu, c'est-à-dire que chacun est son propre Dieu. On verra même avec l'intelligence artificielle que l'homo deus est en préparation. Aujourd'hui même, avec les mouvements véganes et antispécistes, l'animal est indifférencié à l'homme. On arrive dans une crise sacrificielle. Et cette crise sacrificielle va générer de la rivalité mimétique, c'est-à-dire que les schémas du désir vont être, si vous voulez, en paradoxe et en fluctuation violente. Et on arrive à ce qu'on appelle la guerre de tous contre tous. C'est-à-dire que nous désirons tous la même chose, puisque nous sommes tous indifférenciés. Donc nous arrivons à la fin de ce désordre.
et par la violence, et en général par le sacrifice de ce que René Girard appelle un bouc émissaire, ce qui est une de ses grandes thèses. On peut penser à Oedipe, par exemple, qui est un bouc émissaire assez parfait, puisqu'il y a une indifférenciation totale dans cette époque de la Grèce. On sait que quand on parle de la peste dans ces mythologies-là, en général, ça veut dire autre chose. Ça veut dire que le monde, justement, est en désordre et le monde est indifférencié. Et Oedipe va indifférencier sa femme et sa mère. Et il va indifférencier son assassin et son père. Donc on est dans des indifférenciations incestueuses. Le parricide, c'est vraiment les pires choses qui puissent arriver. Donc toute la violence de la société va pouvoir se mettre sur un seul homme, c'est sur ce coupable, ce faux coupable, parce que Oedipe n'est pas au courant de ses crimes. C'est aussi un des grands messages chrétiens, c'est que ce coupable bouc émissaire n'est pas coupable en réalité, puisqu'il n'est pas au courant de ce qu'il fait. Et donc la société va, sur cette personne-là, mettre toute sa violence et toute sa puissance de ce nouvel ordre pour créer justement les nouvelles lois et la nouvelle société. On le voit dans la Bible à de multiples reprises. Par exemple, Caïn et Abel, le premier sacrifice. La nouvelle culture apparaît, les Caïanites. Nous étions dans un désordre innommable. Et c'est le sacrifice du frère, donc l'indifférencié. Il y a énormément de sacrifices aussi avec des jumeaux, qui va nous permettre de sortir du désordre, nouvel ordre et nouvelle culture. C'est ça, j'espère avoir bien résumé la pensée de René Girard, c'est pas évident en une minute, mais voilà. Alors vous parliez tout à l'heure de la mort du père, l'exécution de Louis XVI, et vous avez fait aussi un travail sur Audiard, et Audiard c'est intéressant parce que ces films interviennent aussi au moment où on tue un autre père, le général de Gaulle, puisque ces films effectivement prennent pour toile de fond les années 60, les années 70. Et donc, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus de ce que disent les films d'Audiard de la société dans les années 60-70, où déjà, on a tué le père? C'est une très bonne idée de remettre le contexte politique dans les films de Michel Audiard, du coup. Parce que j'analyse les deux Audiard, le père et le fils. Et là, je sais que j'ai eu des critiques assez négatives là-dessus, mais c'est ma thèse et je reste dessus. Pour moi, les films de Michel Audiard, enfin, ils sont pas réalisés par Michel Audiard, mais scénarisés, dialogués par Michel Audiard. À cette époque, le cinéma, c'était surtout du théâtre. Donc, ce qui compte, c'est pas vraiment le cadrage ni la réal, c'est plutôt le dialogue et l'incarnation de ce dialogue. On avait des acteurs immenses, Jean Gabin, Lino Ventura, etc., etc. Et j'affirme que ces films-là de Michel Audiard montrent en réalité non pas un père tout-puissant et l'image modèle de ce qu'on devrait avoir comme père, mais au contraire une dégénérescence du père. C'est-à-dire que nous avons de manière physique des hommes tout à fait virils qui savent mettre le bourre-pif quand il faut, qui savent remettre la femme à sa place quand il le faut, mais qui ne savent pas remettre les enfants là où ils devraient être. Je pense par exemple à la scène Tonton mythique des Tontons Flingueurs. Ouais. Et au cinéma, les salles sont des objets symboliques. Est-ce que vous pourriez juste préciser pour les auditeurs de Radio Courtoisie cette scène dans les Tontons? Tout à fait, j'allais venir justement. Quand je vous dis que les salles sont des objets symboliques, c'est-à-dire que la cuisine, si tous ces pères sont réunis dans la cuisine, c'est pas pour rien. Ils sont réunis dans la cuisine, ils parlent de quoi? Ils parlent du bon vieux temps. Est-ce qu'il y a de la pomme dans l'alcool? Et comment ça va avec machin, avec bidule? Ils ne construisent rien. Ils montrent la fin de la figure paternelle. Pendant que la jeunesse, elle est pas dans sa chambre, elle est dans le salon. C'est-à-dire qu'elle a pris la place des mondanités. Et elle est en train de créer justement l'ordre nouveau. Je crois que c'est Claude Rich qui joue le jeune mondain. Et ben, c'est lui l'avenir. C'est pas Lino Ventura. Lino Ventura, on le voit d'ailleurs, il est tout le temps dépressif. C'est le passé. C'est-à-dire que Michel Audiard nous montre un monde se finissant et le nouveau monde arrivant, et je pense que son fils, Jacques Audiard, qui a eu aussi un énorme succès, enfin qui est en train d'avoir un énorme succès, n'est pas en rupture avec son père, mais ne fait que continuer ce que son père a montré. C'est-à-dire qu'il a remplacé Jean Gabin et Lino Ventura par Romain Duris et Mathieu Kassovitz. Et donc il n'a plus besoin, lui, de montrer des hommes virils. Le temps a passé, mai 68 est passé. Le père, aujourd'hui, n'est plus ce qu'il était, donc il peut montrer les fils. Et que sont les fils? Des jouisseurs, ils sont les fils modernes, quoi. Ils n'ont Dieu qu'eux-mêmes, en réalité.
C'est-à-dire que les fils, au lieu d'être dans les salons à l'endroit des mondanités, devraient plutôt être à l'usine ou dans l'entreprise en train de travailler. C'est le sens de vos propos. Pas forcément à l'usine ou en train de travailler, mais en tout cas, ils ne devraient pas symboliquement occuper la place. Et je peux prendre d'autres films. Il y a Les Grandes Familles, par exemple, dialogué par Michel Audiard, où vous avez Jean Gabin, qui était déjà âgé, qui faisait quand même très grand-père, et qui se fait dilapider justement son entreprise par son fils. Et son fils, j'espère que les gens l'ont vu parce que je vais dire à la fin, son fils se suicide et Jean Gabin se rend compte que la figure paternelle, c'est terminé. Il n'a pas réussi à transmettre à son fils. C'est quand même un des rôles principaux du père, c'est la transmission. Oui, effectivement, puisqu'on le disait, le père, c'est celui qui nomme, c'est celui qui sépare l'enfant de sa mère pour éviter ce complexe d'Oedipe. D'ailleurs, on le voit, parce qu'on parlait tout à l'heure du Christ. Le Christ dit à Pierre, il nomme Pierre, il dit Tu es Petrus, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Dans ce passage-là, on voit un passage, on va dire, de l'enfance spirituelle au caractère adulte de Pierre. Et on voit je rebondis après, je vous laisse la parole, mais on voit surtout cette parole absolument révélatrice du Christ qui dit « Je ne suis pas venu mener la paix, mais l'épée ». Et en général, on s'arrête là, mais il faut voir la suite. C'est-à-dire qu'il parle d'une séparation entre la mère et ses enfants, le père et ses enfants, le gendre, etc. C'est-à-dire que le Christ va séparer à l'intérieur de la famille. Le Christ n'est pas pour l'indifférenciation, il est la séparation. Le père sépare et la mère rassemble, indifférencie. C'est ça aussi le grand message christique. Donc c'est souvent un passage qui est cité pour dire que le Christ est guerrier et que finalement le christianisme c'est comme l'islam et ça nous mène à la guerre ou autre. Mais lisez les versets jusqu'au bout parce que vous perdez le sens primordial de la phrase, quoi. Alors, avant d'approfondir peut-être sur la théologie catholique, notamment du mariage, qui est magnifique et effectivement qui est riche d'enseignements sur ce qu'est le patriarcat catholique, bien entendu. Mais peut-être pour rester un peu plus léger, ce qui est amusant, c'est de poursuivre un peu le passage de Gabin, Ventura à Duris et Kassovitz pour en arriver finalement à Macron, qui aujourd'hui est l'exemple type de l'homme actuel. Et puis depuis la Révolution française, le peuple ayant le pouvoir, il tente d'élire quelqu'un qui lui ressemble et qu'il pourra en même temps détester, dont il a besoin, il a besoin que ça soit un nouveau roi, mais sans qu'il le soit trop. Donc il ne fait que prendre un manteau trop large pour lui, bien sûr. Mais Macron n'a pas d'enfant. Il en a selon le droit actuel, puisque mais il n'a pas engendré d'un point de vue biologique, et en plus il n'a pas du tout fait ce travail ni de père et donc d'homme. Et c'est assez amusant de remarquer la plupart des dirigeants européens n'ont pas d'enfants. C'est assez symptomatique de cette société dégénérée. Oui, ça nous ramène aux 3 niveaux, si je peux les dire rapidement sur aujourd'hui. Quels sont les 3 niveaux actuels? Le premier niveau, c'est donc le niveau familial. Quelles sont les familles françaises aujourd'hui? Je suis obligé de dire les familles, parce qu'il n'y en a plus qu'une. Elle n'est certainement pas nucléaire, non égalitaire. Et les communautaires, et les recomposées, et les polygames, parce qu'il y a de la polygamie cachée, cachée, il suffit d'ouvrir les yeux. Donc elle n'est pas du tout patriarcale. Le deuxième niveau, nous avons un président de la République. Nous n'avons pas un roi, nous n'avons pas ni un lieutenant du Christ, ni que sais-je encore. Et comme vous l'avez dit, c'est très juste, parce qu'il faut toujours regarder aussi le premier niveau au sein du deuxième. C'est-à-dire que Macron a quand même choisi une femme avec qui il ne pourrait jamais avoir d'enfant. Symboliquement, tout le monde chacun fait ce qu'il veut, mais symboliquement, c'est important. Et le troisième niveau, comme j'essaie de l'expliquer dans une conférence que j'avais fait avec Pierre Hillard en mars dernier, nous sommes dans un monde géré spirituellement par Marianne. Marianne, c'est la déesse. Il y a des images incroyables où, quand Macron parle, vous avez l'énorme Marianne à côté de lui qui le regarde et qui scrute absolument tout ce que doit dire et répéter notre ami Macron. Et je terminerai en disant que moi qui suis un grand lecteur de Orwell, je trouve qu'on est dans Big Mother. On n'est pas du tout... on est dans Big Brother maintenant de plus en plus, mais on est surtout dans Big Mother, c'est-à-dire qu'on est... Les gens aujourd'hui sont comme endormis au lait maternel de Marianne, vous voyez. Et dès que vous avez un petit problème, c'est l'État qui doit gérer. Les gens ne sont responsables de rien.
Dès qu'il leur arrive quelque chose, c'est toujours de la faute des autres. Dès qu'ils ont un problème quelque part, c'est l'État qui doit régler. Et ça, c'est pas du tout un monde patriarcal. On est très 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 loin de cet idéal de quelqu'un qui prend sa vie en main, quoi. Alors, ce qui est aussi très intéressant sur le cas de Macron, c'est que Macron, finalement, a rencontré sa femme Brigitte alors qu'il avait une petite quinzaine d'années, et il n'est pas, lui, passé par un rite initiatique. À mon sens, il n'a pas eu le temps de passer à l'âge adulte. Il est directement allé se réfugier dans les bras maternants d'une femme qui a 30 ans, 20 ou 30 ans de plus, 20 ou 30 ans de plus que lui. Bon, après, Macron n'est pas là pour se défendre, donc... Effectivement, on va pas faire son procès. On va simplement peut-être vous passer une petite musique qui est bien en lien avec notre sujet, puisqu'il s'agit de Jean Gabin, Je sais. Radio Courtoisie, le libre journal de la jeune droite, avec autour de la table Adrien Charvet, Raoul Trinchet et Sylvain Durin pour parler de la figure du père. Alors Adrien nous a préparé sa chronique habituelle que je vais lui laisser donc la lire. Chronique pour faire un bon père et un bon époux. Quelle doit être la place de la femme dans la vie de l'homme de droite ? Potentiellement tiraillée entre la volonté délibérée de faire tout le contraire de ce que la doxa nous enseigne, égalité salariale, parité, émancipation, et un sentiment de justice à l'égard de nos compagnes, l'équilibre et l'harmonie ne sont pas faciles à trouver. Nous, hommes de droite, voulons défendre la civilisation. Et qu'est-ce que la civilisation, sinon la mise en œuvre d'us et de coutumes qui ne soient pas naturelles, mais qui enrichissent et élèvent l'homme ? Si l'on s'en tient à la nature, l'homme, après avoir traîné la femelle par les cheveux jusqu'à sa tanière, la viole, puis repart. Dans le meilleur des cas, il lui apportera des restes de pitance pour qu'elle survive jusqu'à l'enfantement, perpétuant ainsi la survie de l'espèce. La civilisation, au contraire, fera que l'homme, après avoir fait la cour à sa promise, lui prendra le cœur avec son consentement. Il lui aura offert et lui offrira encore des bijoux et des objets précieux qu'il fera fabriquer spécialement pour elle. L'Église lui aura fait jurer fidélité et indissolubilité jusqu'à la mort, si bien que l'épouse, même une fois stérile et inutile pour la reproduction, restera protégée et choyée. L'ordre social de la civilisation permettant la protection des plus fragiles, la communauté restera garante de la vie bonne des veuves et des orphelins. En réalité, l'image du patriarcat telle qu'elle est souvent vue aujourd'hui est assez récente et est directement issue de la Renaissance, puis des Lumières, et enfin de l'utilitarisme du XIXe siècle. Cette vision de la femme n'est qu'une ressucée de l'image du pater familias romain, ayant droit de vie et de mort sur sa maisonnée. La femme ne reste qu'une éternelle mineure sous la coupe de son père puis de son mari. Le rapport homme-femme que nous devons souhaiter est celui de la complémentarité. Si la famille est la cellule de base de la société, l'homme, la femme et l'enfant sont les atomes qui composent cette molécule. L'homme est naturellement figure d'autorité, et la femme figure de tendresse. Le tempérament de chacun peut cependant modifier cet équilibre dans chaque foyer, sans mettre pour autant en danger la stabilité familiale. Tout est question d'affinité et de communication dans le foyer. Point n'est besoin à l'État de légiférer. Ici comme ailleurs, liberté doit être donnée à chacun de faire en fonction de sa nature et de son tempérament. L'homme de droite est pour la liberté, y compris et d'abord dans les foyers. Tout juste peut-on, ce début d'année, donner quelques conseils et bonnes résolutions à nos auditeurs soucieux de bâtir un foyer harmonieux. Reprenant la célèbre épître de saint Paul, nous vous enjoindrons, messieurs, à aimer vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Un foyer bâti sur l'amour vrai a peu de chances de faire fausse route. Traitez votre conjoint et vos enfants avec justice et charité. Œuvrez à conserver l'harmonie dans vos foyers. La nation commence à la maison. Si l'on veut le bien pour la patrie, il faut commencer à l'appliquer chez soi. Enfin, soyez exemplaires. Vos enfants se comporteront bien et auront envie de vous ressembler si vous êtes pour eux des exemples. Les enfants sont les meilleurs reflets de vos vies, mimant vos gestes et vos mots, avant de se les approprier ou de les rejeter pour eux-mêmes. Chérissez vos femmes et vos enfants, enseignez-leur l'amour de la patrie, de leur famille et de leur terre. Apprenez-leur à aimer les Français de toutes conditions. C'est probablement au quotidien l'acte militant le plus important et le plus fondamental que vous pouvez faire, le plus pérenne aussi, car souvenez-vous toujours que pour que France vive, il faut qu'on y vive en français, entre Français. Chers auditeurs, bonne année 2018. Alors après cette chronique d'Adrien Charvet qui va un peu nous introduire sur notre dernière partie, avant une question d'un auditeur, quelle est la différence entre Orwell et Huxley, messieurs? Je voyais pas trop le rapport avec le sujet, mais dans les livres, vous voulez dire? Alors quelle est vous parliez tout à l'heure d'Orwell avec Big Mother, est-ce qu'il y a un parallèle chez Aldous Huxley?
Dans les livres, en tout cas dans le livre le plus connu de Huxley, il nous décrit le monde qu'on aura peut-être même qu'on l'a déjà, les enfants, la GPA, les enfants dans les usines, etc. Donc oui, le rapport, il est clair. Et merci pour la question, puisque si on en arrive là, à la GPA, la PMA sans père, etc., c'est justement parce que cette figure a disparu. On ne pourrait pas. La dernière fois, je disais, si on en est à l'écriture inclusive, c'est qu'il y a du travail en amont qui a été fait. Mais si on en est là, qu'une femme enfante l'enfant de quelqu'un d'autre et qui puisse même le vendre, c'est que ce père est là aux 3 niveaux, au niveau familial, au niveau politique, au niveau spirituel, est complètement disparu de la société. Après, je conseille à l'auditeur d'aller voir vers Pierre Hillard sur qui est Huxley, et voir sa famille, etc. Mais voilà. Raoul Trachet. Ouais, non, c'est effectivement. Sinon, on partirait, je pense, assez loin par rapport au sujet, mais effectivement, il y a un lien effectivement entre les deux, notamment dans disons dans la société qui vient, quoi. Je crois que vous avez tout dit à l'instant. Moi, je reste sur ce que vous avez énoncé à propos du patriarcat du 19e, c'est-à-dire le mot de dégénérescence. Et Julius Evola en parlait à propos du machisme, quand il constatait que c'était une virilité dégénérée. Il appelait ça les hommes crustacés, si je me souviens bien. Donc c'est vrai qu'on voit un véritable parallélisme entre virilité, machisme, matriarcat, féminisme. Et d'ailleurs, le féminisme actuel, contemporain, je ne sais pas si d'ailleurs il en a existé bien d'autres, mais amène une réaction machiste de la part des hommes, une sorte de sursaut que les gens appellent viril, mais en fait c'est pas tout à fait ça la virilité, donc qui se transforme évidemment en violence. Donc on pourra parler un peu peut-être de la société actuelle, notamment en France. C'est vrai qu'il y a cet hyper-communautarisme renforce ce sentiment de violence, pour de multiples raisons, qui n'est pas simplement lié à la confrontation de 2 modèles, patriarcal et matriarcal. Il y a aussi une sorte de choc de civilisation peut-être, mais c'est vrai que simplement dans des communautés qui sont eux plutôt matriarcales, il y a une violence exacerbée lorsqu'on sort du giron de la mer. Donc tout simplement, c'était l'image qu'on avait eue pendant le réveillon du Nouvel An, où ça faisait la une de tous les journaux, où ces mamas africaines allaient patrouiller dans les cités pour faire régner l'ordre et donner des coups de gourdin à leurs gamins. Gamin qui rentrait dans le rang bien volontiers tout de suite, et puis dès qu'elle avait le dos tourné, évidemment, faisait le bazar. Je pense que n'importe quel garçon était plus désobéissant avec sa mère qu'avec son père. Donc c'est assez amusant que ça arrive chez nous après des siècles et des siècles d'un patriarcat qu'on espère tous voir renaître grâce au catholicisme peut-être un jour. Mais donc oui. C'est vrai que le monde de demain, je sais même pas si on peut l'appeler un futur matriarcat 3.0, 4.0. Je pense que ça sera une société quand même relativement différente, avec effectivement l'avènement du big data, un système capitaliste qui continue toujours de se renforcer. Je pense que la montée du féminisme avec évidemment le vecteur qu'est l'individualisme. Aujourd'hui, on arrive à une convergence liberté économique, libéralisme économique et libéralisme libertaire. Donc, il y a une véritable convergence dont Macron est une véritable synthèse. On disait il y a tout à l'heure que beaucoup de gens de droite aiment Macron. Moi, je crois que le système a bien compris après le passage Hollande, Peillon, Najat Vallaud-Belkacem que les idéologues avaient un peu baissé le masque et que ça commençait un peu à tiquer. En tout cas, ils allaient un peu trop vite en besogne. Donc, il fallait un peu ralentir la monture. Allons vers le progrès, certes, mais pas trop vite. Il faut quand même que la masse soit un peu choquée, mais il faut qu'elle reste encore en léthargie. Si un jour elle se réveille, on est quand même un peu mal barré. Donc arrive Macron avec le ministre de l'Éducation nationale actuel qui met un peu de latin et grec. Ça contente tous les conservateurs bontins. Et dans le même temps, la GPA, PMA arrive officiellement
ou sans débat, de fait, elle arrive. Sylvain Durin, vous voulez réagir? Ouais, du coup, c'était au début de votre intervention sur la virilité, parce que je pense que c'est un mot qu'on aurait dû même aborder avant dans l'émission, parce que vous avez totalement raison. En fait, aujourd'hui, la virilité est en réaction, ce qui est l'antithèse complète de la virilité. Et je pense que, comme on est un peu dans les solutions retour du père dans la société moderne, je pense qu'il faudrait revoir aussi la définition, après avoir revu des patriarcats et matriarcats, il faudrait peut-être revoir aussi la définition de virilité. C'est-à-dire qu'on nous dit que c'est l'ensemble des attributs qui font le masculin, et on rajoute tout de suite derrière, en général, la force, la volonté, qui sont des choses totalement positives et qui sont des choses totalement vraies. Mais quand on étudie les sociétés et les communautés primitives, ils faisaient preuve de virilité, pourtant ils étaient totalement soumis dans ce monde matriarcal. Je pense qu'il faut ramener sur le tapis la notion de virilité spirituelle. Parce que la virilité matérielle, si on prend un peu la symbolique de la croix, la virilité telle qu'on la prend aujourd'hui nous laisserait uniquement sur la partie horizontale de la croix, mais pour qu'une croix tienne debout, il faut bien la partie verticale. Et cette virilité spirituelle, qui évidemment de mon point de vue ne peut être que catholique par rapport à mon travail sur le patriarcat. Je pense qu'il faudrait qu'on le mette en avant dans nos discussions et dans nos débats, puisqu'on est dans une émission qui normalement nos éditeurs sont des gens de droite, des jeunes gens de droite. Quand vous voulez vous montrer viril, même avec les vôtres, ne soyez pas violent. La virilité, c'est un contrôle. C'est-à-dire que vous avez, évidemment, vous avez la force et la puissance, mais vous avez le contrôle de la transcendance. Vous avez la virilité spirituelle qui est primordiale. Ce que disait effectivement Julius Evola sur la virilité en parlant de force intérieure et de force extérieure. Et la violence, c'est la force extérieure, en fait, qui est toujours une réaction. Une réaction, pas forcément d'ailleurs une violence, mais ou une interprétation de quelque chose, mais c'est qu'une réaction, une violence. Alors que lorsqu'elle est mêlée à une force intérieure, on parle de contrôle. D'abord de soi-même, évidemment. Alors vous avez, Sylvain Durin, expliqué aussi que la pornographie est un crime contre la virilité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Tout à fait, ouais. C'est vrai que j'ai dit ça et je le maintiens. Grâce à ce travail qui m'a emmené vraiment dans tous les livres, la pensée de René Girard, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que le désir mimétique, c'est quelque chose qui... chaque être humain ressent ça, le désir mimétique, c'est-à-dire que quelqu'un va désirer quelque chose, vous allez le désirer uniquement parce qu'une personne que vous aimez, que vous appréciez ou que vous prenez comme modèle, va désirer cette chose-là. Et en réalité, que nous montre le porno? Le porno actuel nous montre quoi? Nous montre des femmes qui désirent un phallus. Parce qu'en fait, le jeune devant son écran, il voit jamais l'homme. On est toujours du point de... Vous savez, la caméra, c'est les yeux de l'homme. Et en réalité, ce qu'on voit, c'est une femme désirer le phallus. Et aussi, c'est évidemment, dans toute la violence qu'il y a dans le porno, c'est anti-viril absolu. Il y a même pas de drague, il n'y a même pas de harcèlement, là. C'est en direct, instantané. On est loin de la chevalerie ou du bon mot, et le fait de courtiser sa belle, le fait de... Comme disait Brel, chaque homme a envie d'aller voir ce qu'il y a derrière la colline, c'est-à-dire qu'il a envie de conquérir quelque chose, s'il n'a plus rien à conquérir. Évidemment, je pense que la jeunesse qui regarde ces choses-là trop tôt, non seulement se pervertit là, mais en plus pervertit sa future famille, parce que quel modèle de femme il va avoir et quel modèle d'homme il va avoir. Sachant que, comme j'ai expliqué dans mon premier livre, la figure principale du père aujourd'hui, c'est même pas le père absent, c'est le père manquant. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est là, qui est présent, mais qui ne joue aucun rôle. Qui en revient à, comme on expliquait tout à l'heure, dans les communautés primitives, il n'y a plus qu'une relation, on fait des généralités, il n'y a plus qu'une relation entre l'enfant et l'homme qui est dans la maison, qui vient de temps en temps, qui ramène le salaire, etc. Mais le rôle du père n'est plus tenu. Même des penseurs qui sont très dans le système, comme Cyrulnik par exemple, a bien compris ça et nous dit qu'aujourd'hui, les hommes sont des bourdons. Ils bourdonnent à droite à gauche. Donc évidemment, ça reste des hommes, mais est-ce que ce sont des pères? Oui, parce qu'en fait, la pornographie, si elle est un crime contre la virilité, c'est surtout un crime contre le contrôle de l'intérieur. Ce que vous disiez tout à l'heure, Raoul Trinchet. Oui, bien sûr. Et puis, il y a... C'est là aussi une marque d'une dégénérescence, je pense que ça sera le mot de la soirée peut-être, mais la notion de soumission mal comprise.
qui nous provient aussi du catholicisme, dans la théologie du mariage, lorsque l'homme, je crois que c'est la lettre de Saint Paul aux Éphésiens. Je crois que c'est les Éphésiens, oui. Ouais, Oui, c'est ça. Lorsqu'il commande aux femmes de se soumettre à leur mari, c'est un don de soi. Oui, parce qu'en fait, le verset, c'est « Femmes, soyez soumises à votre mari comme l'Église est soumise au Christ ». Exactement. Et là aussi, il faut aller jusqu'au bout. Et pas Exactement. rester au mot soumettre. Exactement, pas au mot qui nous Alors, arrange. d'une part, le mot soumission est mal compris, et en plus, il faut aller jusqu'au bout de la phrase du verset. Et puis, on ajoute, et je pense qu'il faut l'ajouter, si on veut pas jouer le macho viriliste, c'est qu'un mari se soumet à sa femme. Il aime sa femme, comme le il Christ. se donne. Exactement. Aimer l'Église. Exactement. Donc, ce qui sous-tend évidemment qu'il est prêt à donner sa vie pour elle. Exactement. Et donc il y a don et contre-don. Et dans cette dualité, dans cette complémentarité radicale, qu'on retrouvera très étrangement d'ailleurs chez un penseur comme Evola, bien qu'évidemment il ne se revendiquait pas du catholicisme, mais la complémentarité homme-femme, elle est dans le don ultime. En tout cas, dans la doctrine catholique, c'est le don de soi. Alors bien sûr, on ne donne pas la même chose, et c'est dans cette différence de ce qu'on donne qu'est la complémentarité et qu'est la vie. Et peut-être pour continuer aussi sur la notion de force, toujours dans la doctrine catholique, on parle de sel. Hein, Jésus a dit à ses apôtres, vous êtes le sel de la terre. La force virile, on peut parler de virilité même des évangiles, c'est extrêmement puissant. Quelle force il faut pour aller répandre la bonne parole, pour aller aux quatre coins du monde et fonder l'Église du Christ. Quelle force faut-il ? Surtout au prix de sa vie, puisque l'essentiel des premiers chrétiens, des premiers évangélisateurs, ils ont quand même essentiellement tous... Saint Paul a fini martyr, Saint Pierre a fini martyr. On en a quand même pas mal qui ont donné de leur vie. Et c'est pour ça que quand on donne... quand en islam, on compare le martyr, entre guillemets, islamique au martyr chrétien... le point commun entre une Sainte Cécile dévorée par les lions et un mec qui se fait péter dans une église ou dans un marché, ou bien qui, encore pire, met une bombe dans un sac d'un gamin pour aller se faire péter, comme ils font au Boko Haram en Afrique, il n'y a pas grand-chose de commun. Je pense qu'on peut même souligner une différence fondamentale, et je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure sur le libre arbitre. C'est que les martyrs chrétiens ont été martyrs à leur corps défendant. Ils ne cherchaient pas à l'être, contrairement aux martyrs musulmans qui, lui, a sa seule vocation, c'est son seul but, son objectif, c'est de mourir. Le martyr chrétien, si lui il peut fonder son église tranquillement, il le fera. Et c'est pas moins fort, c'est pas moins viril. Parce qu'il construira et il sera une pierre qui continuera à en amener d'autres, etc. Un des grands apports du christianisme, c'est la fin des sacrifices. On nous dit que le sacrifice ne sert à rien, que c'est un mensonge. Et c'est pour ça que les attentats, ce sont des attentats sacrificiels en réalité. Et ils s'attaquent pas à n'importe qui. Quand ils attaquent Charlie Hebdo, c'est pas par hasard. Quand ils attaquent les Blancs qu'il y a... parce qu'il faut dire les choses comme elles sont au Bataclan, c'est pas pour rien non plus. Au Bataclan, je pense qu'on a tous à peu près feuilleté de près ou de loin, ou eu des échos de l'état de certains cadavres qu'on a retrouvés, malheureusement, paix à leur âme. On est là dans le rituel. Hein. Ah, tout à fait, on est dans un sacrifice rituel. Alors effectivement pour cette dernière partie de l'émission, aujourd'hui, que faire ? Je vais signaler la lettre apostolique d'un évêque de l'évêque de Phoenix aux États-Unis, qui a publié une lettre apostolique qui s'appelle « Sur la brèche », qui est précisément destinée uniquement aux hommes. Donc il pose la question, il donne des pistes de réflexion dans cette lettre apostolique, comment être un homme chrétien. Et là, il réhabilite effectivement la figure du père. Alors aujourd'hui, messieurs, comment faire pour devenir ou redevenir plus que des hommes, pour devenir des pères ?
La question, effectivement. C'est la question. Vous noterez le blanc. Non, c'est pas quelques ça. secondes de blanc qui nous La a- question, c'est on se demande lequel, celui qui a le plus d'enfants commence. Alors moi j'en ai pas, donc je vais commencer, histoire d'aller à l'inverse. Je pense qu'il faut reprendre les 3 niveaux. C'est-à-dire que sur quel niveau on a la main. Le premier niveau, est-ce qu'on a la main? Est-ce qu'on peut fonder des familles patriarcales? Et là, je laisse la réponse à chacun d'entre nous. Je pense qu'on peut le faire. Le deuxième niveau politique, est-ce qu'on a un pouvoir politique aujourd'hui en France? Ça se réfléchit, c'est pas forcément non. Mettre un peu d'espoir, d'espérance dans chaque chose. Et est-ce qu'on a notre rôle à jouer dans le 3e niveau, qui est peut-être le plus important, le niveau spirituel? Pareil, je ne donne pas la réponse. Je cite simplement dans le dernier numéro de l'Incorrect, il y a un entretien passionnant entre Pierre Manant et Rémi Brague. Et Pierre Manant dit « Selon que les églises catholiques sont pleines ou vides, la société sera radicalement différente, même si le régime de laïcité n'a pas changé. » Et je pense qu'il a totalement raison. En réalité, il faut donner des gages symboliques. Et on a encore notre rôle à jouer, à mon avis, sur les 3 niveaux. Et je terminerai en disant que les femmes ont leur rôle à jouer également. Et que c'est peut-être même elles, aujourd'hui, qui peuvent un peu, si vous voulez, lancer le mouvement. Parce que il n'y a rien de plus facile que d'être un homme quand une femme vous regarde comme un homme. Et ça, par contre, on ne le maîtrise pas. Donc, j'avais déjà dit dans une autre émission, mais choisissez bien votre femme, parce que j'en vois qui vont vers des choses, malgré les discours, qui vont vers des choses incroyables. Je disais tout à l'heure que l'homme faisait la transmission, mais c'est la femme qui transmet la religion et la culture au sein de la famille. Donc, la femme est quand même plus avec les enfants, elle transmet la culture culinaire. En général, l'homme est quand même plus à l'extérieur, à travailler, enfin dans une famille traditionnelle, bien entendu. Mais on peut encore le réaliser, à mon avis, aujourd'hui. Peut-être, moi, justement, c'est peut-être... On en arrive au point, moi, qui me dérange un petit peu sur justement le terme du patriarcat. C'est que Enfin, moi, c'est comme ça que je l'entendais avant l'émission. Je comprends que c'est beaucoup plus complexe. Mais que c'est un peu, voilà, l'homme seul. Et en réalité... pour qu'un père fonctionne, il faut qu'il y ait une mère déjà. Il faut, si Dieu veut, il y ait des enfants. Au moins, après, il peut aussi y avoir on va dire des enfants spirituels quand malheureusement la nature ne fonctionne pas. Mais en tout cas, il y a vraiment cette qu'on retrouve un peu d'ailleurs dans ce schéma trinitaire d'ailleurs. D'échange entre le Père, le Fils, l'Esprit, enfin bref, cette circulation permanente et justement le regard de l'enfant sur ses parents et sur la relation de ses parents. Moi voilà, j'ai notamment une fille qui a 2 ans et demi, c'est un miroir saisissant sur sur notre langage et sur nos rapports à l'autre. Et c'est... Enfin, voilà. En fait, on transmet dès même avant l'accouchement, les enfants seront en fonction de ce qu'on leur a transmis dès le début. Et ça passe par les gestes, ça passe par les temps, ça passe par les temps qu'on passe avec eux, les temps de qualité. Et voilà, les enfants sont beaucoup dans l'imitation. Je pense notamment à la technologie. Si on est en permanence sur les écrans, etc., les enfants, les premières choses qu'ils feront, ça sera imiter les parents en train de téléphoner, traverser l'appartement, le téléphone vrai ou faux à l'oreille. Si vous lisez, naturellement, ils se dirigeront vers la bibliothèque pour prendre des livres. Enfin, si vous criez sur votre femme, naturellement, ils vous crieront dessus. Enfin, c'est vraiment saisissant. Et je pense que la première chose à faire en tant que père, c'est un peu ce que j'ai essayé de dire, peut-être maladroitement dans ma chronique, mais voilà, c'est d'aimer sa femme, d'aimer ses enfants et de transmettre ce qu'on aime, donc l'amour du pays, l'amour de ses racines. Et peut-être surtout l'important, me semble-t-il, dans le rôle du père de famille, c'est de transmettre la différenciation, c'est-à-dire de différencier la femme de l'enfant. C'est-à-dire comment va-t-on transmettre à l'enfant son caractère proprement masculin ou proprement féminin. Et là, l'évêque de Phoenix en Arizona
indique que finalement l'attribut de la masculinité, de la virilité dans un sens bien entendu, ne peut être en fait finalement qu'intérieur. Parce que la musculation, l'intelligence ne sont pas particulièrement des attributs masculins. Ils en font partie, mais c'est plutôt sur le plan, on va dire, spirituel, de la force morale qu'il faudrait se placer pour devenir des pères qui peuvent transmettre quelque chose à leurs enfants. C'est vrai que ma modeste expérience est encore jeune finalement, parce qu'il y a beaucoup de chemin à parcourir, mais je crois, camarades, on n'est pas dans les âges les plus compliqués finalement dans la transmission, mais j'apprends chaque jour que un de mes phares, c'est finalement, moi en tant qu'homme, l'intransigeance vis-à-vis de certaines choses, l'intransigeance vis-à-vis de moi-même, l'intransigeance au principe, c'est-à-dire que nous devons incarner cette intransigeance, et c'est en incarnant dans nos gestes quotidiens, donc vis-à-vis de notre épouse, vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis du monde extérieur, parce que aucun de nous n'a choisi de vivre reclus ou de fonder une communauté dans la Creuse, donc on est dans une société que nous n'aimons pas, mais on a décidé d'y vivre en plein centre, en plus à Paris, donc quand même la quintessence même du progressisme. Vive les Vosges. Voilà. Mais voilà, je pense qu'il faut faire preuve de force, évidemment surtout pas de violence, et puis il y a un rôle peut-être adapté à chaque âge, enfin adapté, c'est peut-être pas le bon terme, mais disons que on est plus ou moins, non pas utile, mais en tout cas essentiel à des âges différents, même si effectivement je rejoins le fait qu'on transmet à chaque âge, mais la manière de s'imprégner de ses parents, de son père, de sa mère n'est pas la même chose, parce que heureusement un être humain c'est quand même un être complexe, donc chaque âge a son process, et puis c'est vrai qu'en bas âge, bon, globalement un homme a moins l'instinct maternel, et donc il aura plus un rôle aussi de détachement et d'amener son épouse à redevenir épouse à certains moments, et en l'amenant à elle-même se détacher de son enfant. Ça c'est très vrai dans les premiers temps, mais voilà, je pense qu'il y a aussi fixation d'un ordre, fixation des quelques règles. Je pense que ça c'est aussi un rôle de père dans son foyer. Je le disais tout à l'heure un peu en boutade, mais c'est finalement assez vrai, qui n'a pas été plus désobéissant avec sa maman qu'avec son papa. Bon, c'est quand même toujours un peu le cas. Fille ou garçon, ça marche pareil. Donc c'est vrai que l'homme il sert aussi un peu à ça. Schématiquement, et pour la faire courte, parfois faire un peu plus les gros yeux, parce que quand madame hausse le ton, ça part tout de suite dans des tours qui énervent plus qui apaisent. Donc c'est le propre d'ailleurs de la grosse voix, elle est assez c'est encore un peu à titre de boutade, mais finalement c'est assez représentatif de ce qu'on appelle la force, quoi. C'est pas violent, c'est fort, et ça calme, voilà. C'est naturel. Alors, je vais reprendre un peu le propos de l'évêque de Phoenix, puisqu'il nous pose la question dans sa lettre apostolique: en quoi la paternité est-elle essentielle? Alors, je vais simplement citer une brève phrase, puisqu'il indique que la paternité change l'histoire. Dans l'Évangile, selon Matthieu, Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. 42 pères mènent jusqu'à Joseph, père adoptif de Jésus. Et ensuite, il cite Jean-Paul II, pour qui la paternité est indispensable à l'épanouissement du monde, et que tous les hommes sont appelés à une paternité d'une certaine façon. Et là, il vise effectivement les clercs qui engendrent, disons, des fils spirituels. Alors lui, d'ailleurs, fait aussi le parallèle entre la paternité et le péché originel. Et il me semble, Sylvain Durin, que vous avez un peu analysé la Genèse au regard de vos travaux et de la paternité. Tout à fait. Alors là, vous me prenez au dépourvu, j'ai pas le texte en face de moi, mais on se rend compte que dans la Genèse, il y a tous les principes du matriarcat sacrificiel dont je parlais tout à l'heure. On va reprendre celui de l'indifférenciation parce c'est un des plus simples. Au moment où Dieu, dans mes souvenirs, fait sortir Ève de la côte d'Adam, il y a une indifférenciation sur le désir. Il y a un désir mimétique qui se met en place. C'est-à-dire que le serpent donne le désir à Ève sur la pomme,
Et si Adam veut tout à fait cette pomme, c'est parce que Ève la désire également. Donc il y a cette indifférenciation qui mène au désir, qui mène ensuite à la violence, parce que on sort du jardin d'Éden, etc. C'est une violence divine. Et ça mène également aux interdits et à la culture. Juste après, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Dieu donne quelques lois, puisque en gros, puisque vous avez péché, toi, la femme, tu souffriras pour enfanter, pour gagner ton pain, tu devras travailler dur, etc., etc. Donc on est toujours dans ce schéma-là. Et de toute manière, dans l'Ancien Testament, il y a énormément de passages où ce matriarcat sacrificiel se met en œuvre. Le livre de Job, on est rempli. Alors il y a des fulgurances des fois qui annoncent la venue du Christ, bien entendu, ça c'est une évidence. Mais il y a énormément de passages qui correspondent à ce dont on a parlé aujourd'hui. Et je les détaillerai dans mon livre, mais là je suis un peu pris à dépourvu. J'ai pas d'exemple sous la main et j'aime pas trop citer de mémoire parce que en général. Voilà. Oui, parce qu'en fait, au moment de la Genèse, c'est effectivement la femme, Ève, qui désire la pomme, et l'homme, s'il avait assumé son rôle de père, d'homme, lui aurait en fait interdit de prendre la pomme, si je comprends bien. On va pas réécrire la Genèse, mais en tout cas, ce qui est intéressant à comprendre, c'est que ce qui est intéressant, c'est les principes, si vous voulez. On se rend compte que ces principes sont dans les communautés primitives, dans le judaïsme pré-chrétien, dans le judaïsme post-chrétien aussi, parce que j'analyse le Talmud et la Kabbale, et c'est rempli de ces principes-là. J'en cite dans d'autres émissions, j'envoie les auditeurs aux autres émissions. Dans l'islam, et dans toutes dans l'hindouisme, tous les dieux sortent des sacrifices. Dans toutes les religions pré-chrétiennes ou hors chrétiennes, ce matriarcat sacrificiel, les principes qui le fondent, sont présents. Et effectivement, la proposition chrétienne comporte dans ces 3 niveaux une proposition patriarcale. Donc il y a René Girard aussi mettait le doigt là-dessus, c'est que le christianisme propose autre chose. Et évidemment, il faudrait plusieurs heures pour tout expliquer, mais je pense que l'important, c'est ça, c'est de comprendre les principes. La République, aujourd'hui, dans laquelle nous vivons, elle contient exactement les mêmes principes que ces communautés primitives, et aussi que ce que nous trouvons dans le judaïsme pré-chrétien, mais hors chrétien, et aussi dans l'islam. Et on peut trouver une réponse, par exemple, à pourquoi l'islam est si peu attaqué par la République. Parce qu'ils ont exactement les mêmes principes. Alors évidemment, l'enveloppe n'est pas la même, on est d'accord, mais la finalité est la même. Peut-être qu'un jour, ils seront en contradiction et ils auront une rivalité mimétique entre les deux, mais pour l'instant, celui à abattre, c'est clairement pas le musulman. Celui à abattre pour atteindre le nouvel ordre, c'est le père. C'est-à-dire, le père, c'est quoi ? C'est le blanc catholique français, quoi. Parce qu'il faut nommer les choses comme elles sont. La cible, c'est vous, les gars. Je vous le dis tout de suite. Raoul Trinchet. Non, mais effectivement, je rejoins tout à fait cette analyse sur la collusion entre les républicains laïcs, francs-maçons et puis l'islam. Disons qu'il y a peut-être une double lecture. Celle qui vient d'être faite en disant qu'effectivement ils se ressemblent, donc ils se détestent moins qu'ils ont eux-mêmes une détestation pour l'ennemi réel qui est effectivement le catholicisme. On pourrait aussi imaginer que l'ordre libéral se sert des soldats de Dieu musulmans pour terminer le boulot, ce qu'il n'a pas tout à fait réussi à faire au sens physique du terme, au sens là pour le coup du sacrifice, comme on l'a vu pendant au moment de la Révolution française. Voilà, on pourrait tout à fait imaginer que pour faire place à l'homme nouveau, il faille tuer Dieu, tuer le Père et tuer les catholiques, quoi, clairement. Et d'ailleurs, on constate aussi, pour parler un peu de la figure paternelle, qu'aujourd'hui, c'est presque la moitié des enfants qui naissent dans des familles monoparentales, donc sans père, qui n'ont donc plus de repères. Et dans ce cadre, effectivement, la figure du père, la figure masculine, en fait, est totalement absente et cause de gros problèmes, on va dire, peut poser de gros problèmes psychologiques aux enfants. Dès qu'on remonte un peu quand on prend n'importe
vous prenez un éducateur honnête, pas forcément de notre bord, mais juste honnête, qui a donc une analyse très concrète de la chose. Vous lui demandez, alors quand tu t'es interrogé un peu finalement des causes d'un mal-être, d'une violence, ou bref d'un gamin qui va mal, je parle à des âges avancés, puis disons adolescents, qui tombe dans la délinquance, voire la grande délinquance, à un moment donné, il y a une figure du père absente ou manquante, parce que je le rejoins effectivement, c'est une absence qui peut être tout à fait, malgré tout, incarnée ou désincarnée du coup, mais effectivement, c'est assez catastrophique. Je crois que la catastrophe, elle est vraiment dans ce terme de manquant, puisque aujourd'hui, avec la castration et le féminisme ambiant, et donc la castration du masculin, et malheureusement la réaction machiste qui s'ensuit, donc qui est aviril, on est sur un père présent physiquement mais absent dans son rôle. Et c'est ça en fait le vrai drame, c'est que finalement on va avoir là en lieu et place d'un père un fantôme quoi. Et on voit d'ailleurs lors de la crise des banlieues qu'avait été mis en place le système des grands frères qui était là pour, on va dire, remplacer le père, puisque les enfants, comme on le disait tout à l'heure sur les brigades des mamas africaines, les enfants sont totalement sous la coupe des mères de famille qui sont, il faut le dire, débordées. Mais le grand frère, c'est assez amusant. Enfin, je pense que vous le direz mieux que moi, mais je rebondis sur ce que vous disiez. Je vous prends 30 secondes, après je vous laisserai embrayer parce que c'est vrai que c'est votre thème, mais c'est finalement ce que vous disiez tout à l'heure sur l'oncle. Il faut une figure un peu titulaire et qui en fait gagne sa légitimité avec la proximité qu'il a avec la mère. Donc le père il est souvent parti, il est souvent allé voir engendrer peut-être une autre famille ailleurs avant de repartir. Quel est l'homme qui à un moment donné va servir à la mère déesse pour réguler peut-être le môme? C'est le grand frère, c'est l'aîné, voilà. Et puis s'il n'y avait pas eu de grand frère, il y aurait eu le grand oncle. Donc c'est finalement assez catastrophique parce que c'est le grand frère est là pour mettre des gifles, mais pas pour avoir un ordre, une vocation de régulateur et d'ordre. Voilà. Alors, chers amis auditeurs, il nous reste très peu de temps pour conclure cette émission du Libre Journal de la Jeune Droite. Simplement, s'il faut conclure, on peut dire que la figure du père doit être remise en avant. Néanmoins, il faut peut-être aussi régler des problèmes plus pratiques. On pense aujourd'hui à l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, par exemple, qui est une grande cause nationale pour 2018, comme l'a annoncé le président de la République. Est-ce que cela relève du patriarcat ou simplement... Mais elle est déjà en vigueur, c'est un énorme mensonge. C'est un énorme mensonge, ce truc, elle est déjà en vigueur. C'est du délire. Il y a des études qui le prouvent, en fait, la vraie discrimination, c'est sur les mères de famille et les pères de famille. C'est pas du tout sur les hommes et les femmes. Enfin, on n'a plus le temps, mais... Juste pour conclure sur la vraie question de l'égalité salariale, c'est simplement qu'il faudrait qu'on puisse, qu'avec un seul salaire, faire vivre une famille. Alors cela nous emmène à une autre émission, et chers amis auditeurs, nous nous retrouvons dans un mois pour le Libre Journal de la Jeune Droite sur Radio Courtoisie, bien sûr. Bonne soirée à tous les auditeurs. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le Libre Journal de la Jeune Droite, dirigé exceptionnellement par François Mélier, diffusé en direct jeudi 4 janvier 2018 de 21h30 à 23h et réalisé par Adrien. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.